Bonsoir à tous, merci à ceux qui sont présents à distance, merci à ceux qui sont présents avec nous ce soir dans la salle. Alors on va passer aux actualités en soins de support et médecine connectée. J'ai le plaisir d'avoir avec moi le docteur Sampetrean et le docteur Di Palma. Et on va tout de suite attaquer avec Anda. Nous t'écoutons. Bonsoir. Alors, dans les soins de support, il y a eu plusieurs discussions. En fait, les discussions continuent autour des molécules qui sont moins conventionnelles, mais qui peuvent prouver un vrai bénéfice dans notre pratique clinique. Donc, la première étude que je voudrais vous montrer évaluait l'efficacité d'un extrait de cannabis dans la prévention secondaire des nausées et vomissements chimio-induites. Donc, c'était une étude randomisée, placebo-contrôlée, et les patients recevaient des chimiothérapies moyennement ou hautement émétisantes et présentaient des nausées et vomissements malgré la prophylaxie primaire. Donc, les patients recevaient la médication antiémétique standard, avec un groupe qui recevait aussi du THC-CBD, donc l'extrait de cannabis, et un autre qui recevait du placebo, de J-1 à J5 de la chimiothérapie. L'objectif primaire était d'évaluer la réponse complète, qui était traduite par l'absence de vomissement et l'absence de recours à des médications antiémétiques de secours. Et ce qu'ils ont vu, c'était qu'en fait, chez les patients qui avaient reçu l'extrait du cannabis, il y avait une réponse complète de 24% par rapport aux patients qui avaient reçu du placebo. 8% des patients qui avaient reçu du placebo, avec des effets secondaires qui étaient plutôt au niveau de sédation et sensations ébrieuses. Donc, ça me fait penser ce qu'on pourrait utiliser cette molécule en première intention. On pourrait tester, voir si on pourrait l'utiliser en première intention chez les patients qui ont un haut risque de nausées, vomissements chimio-induites. Puis la deuxième étude, c'est toujours avec le cannabidiol dans la prise en charge des neuropathies périphériques chimio-induites. Une essai toujours randomisé, contrôlé contre placebo, avec un effectif assez limité de 46 patients qui présentaient des neuropathies périphériques secondaires de grade 2 à 3, après des chimiothérapies à base de taxane ou platine. Les patients recevaient soit du CBD, soit du placebo pendant 12 semaines, étaient évalués pendant 16 semaines et par des questionnaires qui ciblaient la composante sensitive et la composante motrice des neuropathies. Donc, ce qu'ils ont observé, c'était qu'il y avait une amélioration que de la composante sensitive avec une diminution des paresthésies chez ces patients. Et cette fois-ci, avec une bonne tolérance, compte tenu qu'il y avait que le CBD. Donc, ça nous fait penser qu'il y aurait un intérêt à l'utiliser en prophylaxie, le cannabidiol. Il y a plusieurs études qui évaluent en fait cette molécule par voie orale, par voie même topique. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on devrait se poser. Puis je vais continuer avec la psilocybine qui a déjà prouvé son efficacité dans la prise en charge des troubles, des troubles anxio-dépressifs. Cette étude était une étude avec un effectif limité de 28 patients. Ils avaient reçu une dose unique de psilocybine, des patients, atteints d'un cancer à tout stade et qui souffraient d'un trouble dépressif majeur. Ils avaient reçu une dose unique de psilocybine avec des thérapies individuelles ou de groupe. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'à 18 mois de suivi, 64% des patients présentaient une réponse clinique et 57% des patients présentaient une rémission. Donc, c'est une molécule qui promet beaucoup, sauf qu'il faut avoir une équipe qui est entraînée à l'utiliser, des patients très bien sélectionnés, et il faut créer des environnements très sécurisants pour les patients, pour ne pas faire des bad trips. Et puis, c'est que de côté soins palliatifs qui a été très pauvre cette année. Je voudrais vous présenter cet poster présenté par une équipe de MD Anderson qui évaluait quels éléments abordés dans les consultations d'objectifs thérapeutiques
était associée à une prise en charge moins agressive en fin de vie. Et en fait, ils ont trouvé que c'est pas le fait de communiquer l'objectif thérapeutique aux patients, c'est le fait de discuter avec eux quelles sont les attentes qu'on a des traitements, quelles autres alternatives thérapeutiques on peut avoir aux traitements spécifiques, et aussi le fait de parler de soins palliatifs qui sont associés à une prise en charge moins agressive en fin de vie. Je vais laisser la place à Mario. Merci beaucoup, Anda. Donc peut-être une petite question à chaud. Oui. Dans les patients, dans la diapositive d'avant, quel est le mécanisme d'action de la nouvelle molécule qui est utilisée pour les troubles anxieux sévères? La psilocybine, c'est une molécule psychoactive. Elle n'est pas addictive. C'est psychédélique. Et en fait, dans toutes les études dans lesquelles qui ont étudié cette molécule, surtout chez les patients qui ont été atteints d'un cancer, ils ont vu les patients avec une expérience guidée, visuelle, auditive. En fait, ils faisaient un trip qui d'habitude était très, très, très agréable. Et en fait, ils décrivaient cette expérience comme une des plus importantes, significatives expériences de leur vie, qui les aidait à mettre en perspective leurs peurs, leurs angoisses, leurs anxiétés. Du coup, on a arrivé à avancer beaucoup avec ces patients sur ce côté-là. Ok, merci. Donc, on attend des données randomisées. Alors, on bascule maintenant vers Mario. Merci beaucoup, Anda. Mario, on t'écoute. Merci, Laurence. Alors, on va continuer avec des études bien faites. Je crois que c'est important de souligner qu'en soins de support, on a besoin, comme partout ailleurs, dans le domaine des prises en charge des patients souffrant de cancer, d'études de bonne qualité. Et là, il y en a une qui est intéressante. C'est une étude indienne, randomisée, prospective, contre placebo, chez des patients qui recevaient de la capecitabine. Et l'idée, c'était de voir l'intérêt d'une pommade du diclofénac pour la prévention du syndrome impié. Vous savez que c'est un vrai problème pour les patients en termes de qualité de vie. Il y a un rationnel pour ça, c'est que les anti-COX-2, comme le célicoxib oral, a une certaine efficacité avec des vrais problèmes de tolérance. Et donc l'idée, c'est une étude double aveugle. Vous voyez, près de 300 patients ont été évalués sur une durée relativement importante de plusieurs semaines, jusqu'à 3 mois de suivi pour ces patients-là. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit une diminution effectivement tout à fait significative de l'incidence des grades 2 et supérieurs du syndrome main-pied. Vous voyez que ça commence dès le grade 2 et les grades 3. Et peut-être le plus important, c'est qu'on a 3 fois moins finalement, 4 fois moins d'arrêt de traitement à cause du syndrome main-pied chez les patients traités par la pommade de diclofénac. Donc tout à fait significatif, une étude bien faite. Et on peut, je pense, dire que c'est une option qui pourrait être tout à fait intéressante dans la prévention. Alors ça nécessite bien sûr de confirmer, évidemment, et puis aussi de voir si dans d'autres situations où on a ces syndromes main-pied, eh bien, est-ce que ce traitement peut être utile. L'autre étude qu'on a retenue, c'est une étude pour évaluer l'état de santé des patients, finalement, le performance status. On sait que c'est compliqué. Alors on a bien sûr l'évaluation d'état général, mais on sait qu'on n'est pas toujours très bon pour évaluer l'état général de nos patients. Là, c'est 70 patients qui étaient donc des athlètes, entre guillemets, puisque des candidats à des phases 1, donc des gens plutôt en bon état général, les COX 0 ou 1. Donc leur permet de porter un bracelet connecté qui mesurait le nombre de pas, la distance parcourue, le temps de sommeil. Et puis en parallèle, on évaluait donc l'état général par le clinicien et on avait des données. Alors, ça a été fait en Angleterre, le Royal Marsden, donc le Royal Marsden Hospital Prognostic Score qui tient compte du nombre de sites métastatiques, du taux de LDH et l'albuminémie, et puis la qualité de vie par le QLQ-C30 de l'ERTC. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce qui sort comme étant le plus discriminant en termes de pronostic sur la survie des patients, la survie globale, eh bien, c'est la capacité à parcourir plus de 1200 mètres par jour.
Et vous voyez que ce cut-off montre vraiment une différence très significative. Et ça fait mieux que l'évaluation par l'état général, par le clinicien. Et ça fait mieux que le score du Wild-Marsden. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est facile à mesurer. Il suffit que les gens acceptent de porter un bracelet finalement. Alors il y a un intérêt peut-être pour la sélection des patients en phase 1. Mais ça sera intéressant aussi de voir si ce critère-là pourrait sortir comme facteur pronostic de bon état général. Ça pourrait nous aider à adapter finalement les thérapeutiques pour nos patients et éviter peut-être d'aller sur des traitements agressifs pour des patients finalement qui ne sont pas en si bon état général que ça. Alors l'autre élément qu'on a sorti, alors ça va peut-être vous faire sourire, mais en fait non. On sait que nos patients ont une surmortalité. Même quand ils sont guéris en rémission prolongée de leur maladie, on sait qu'il y a une surmortalité des patients traités pour un cancer. Un des facteurs de cette surmortalité, c'est le surpoids, c'est l'obésité. C'est un facteur pronostic péjoratif, que ce soit en termes de surmortalité globale et pour les patients traités pour un cancer du sein, en termes de surmortalité spécifique pour un cancer du sein ou survenu un autre cancer. Donc, là, c'est des patientes qui étaient en phase, après la phase du traitement entre guillemets agressif, qui pouvaient recevoir éventuellement de l'hormonothérapie pour un cancer du sein localisé, qui avaient des BMI supérieurs à 27 kg par mètre carré, ce qui correspond en fait à c'est pas des grosses, si vous passez cette expression obésité, c'est des surpoids significatifs. Étude randomisée, là encore, prospective. Les patientes étaient soit avec des contacts téléphoniques qui promouvaient l'activité physique, des conseils d'alimentation, une fois par semaine les 3 premiers mois, puis tous les 15 jours jusqu'à 1 an, puis une fois par mois jusqu'à 2 ans. Et le contrôle, c'était de recevoir tous les mois un journal de santé, d'avoir des newsletters tous les 3 mois et d'avoir des webinaires, participer à des webinaires et des mailings tous les 6 mois. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que pour les patientes qui avaient ce suivi, ce coaching finalement un peu régulier, pas très compliqué à faire, qui ne nécessite pas d'avoir des professionnels de santé finalement pour le faire d'ailleurs, eh bien en moyenne, ils perdaient baisse de moins 4 kilos finalement, là où les autres étaient stables, voire gagnaient un petit peu de poids. Et on voit que ce bénéfice est plus important pour les patientes qui étaient ménopausées en fait, indépendant de l'état hormonal, un peu plus marqué pour les patientes qui étaient non africaines, africaines-américaines ou hispaniques, plutôt avec un bon niveau d'éducation, mais vous voyez qu'on le voit aussi pour des patientes qui avaient un niveau d'éducation peut-être moins important, et pareil pour les revenus. L'intérêt, évidemment, c'est que c'est facile à faire, il y a un vrai impact sur la prise en charge des patientes et sur leur devenir, et donc sur voir ensuite ce qui va se passer à long terme. Et enfin, sur une étude intéressante qui s'intéresse aux aidants, en fait, dans une situation particulièrement difficile, qui est les patients qui accompagnent, les personnes qui accompagnent des gens qui ont une tumeur cérébrale. Là aussi, c'est une étude randomisée, prospective, des patients qui avaient un niveau d'anxiété élevé, avec une étude de faisabilité qui a été faite au préalable. Et c'était une randomisation vers un programme qui s'appelle NeuroCare. C'était 6 séances individuelles qui étaient hebdomadaires ou tous les 15 jours. 56 patients évaluables. Des patients, et on voit qu'il y a un niveau, une amélioration, que ce soit sur le niveau d'anxiété, sur le niveau de dépression, sur le niveau de coping. Et Dieu sait si ces patients en ont besoin. Là aussi, c'est faisable parce qu'on n'oblige pas les gens à venir à l'hôpital. Bien sûr, il faut suivre les effets à long terme, l'intérêt dans d'autres contextes, mais voilà un moyen d'aider les aidants qui peut être tout à fait intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Mario. Alors, on va prendre une question dans la salle, éventuellement. On a compris que le DITEP allait rajouter le périmètre de marche dans leurs critères de sélection pour les phases 1. Non? Eh bien, dans ce cas, on va s'arrêter là. On va marquer une pause. On se retrouve à 19h45 pour continuer avec les tumeurs génito-urinaires. Merci à tous.